Le 1er septembre 1999, le docteur Yves Godard, accompagné de ses 2 enfants, embarque de Saint-Malo sur un voilier pour ne jamais réapparaître. Quelques jours plus tard, les gendarmes vont découvrir des traces de sang étranges dans la maison de la famille à Tilly-sur-Seulles. C'est le point de départ d'une mystérieuse affaire judiciaire qui va durer 12 ans et dont seule la mère semble encore détenir les derniers secrets. Aujourd'hui, pour la justice, l'hypothèse la plus probable est qu'Yves Godard aurait tué toute sa famille avant d'organiser son propre suicide sur ce voilier. Mais les nouvelles révélations d'un journaliste sorti en 2011 présentent un tout autre scénario. D'après Éric Lemasson, le docteur Godard aurait été assassiné car il en savait trop sur un mystérieux réseau d'évasion fiscale basé dans les paradis offshore. Alors, simple théorie ou nouvelle affaire Godard ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre en remontant le fil de cette nouvelle enquête Godard. Suivez-moi. Je dis c'est pas possible, il s'est passé quelque chose donc il fallait que je prévienne les gendarmes maritimes. Quoi. On est monté à l'étage où là on aperçoit les premières traces de sang. Visiblement c'est une blessure qui gicle. Il a dissimulé sciemment le principe même d'un départ en fabriquant même un faux agenda. C'est quelqu'un qui est à bout de souffle. Du nouveau dans l'affaire de ce médecin du Calvados disparu en mer avec sa famille depuis 10 jours. On a fouillé en gros 40 cm et je trouve des ossements. Un corps, il a pu le cacher n'importe où. Ils revivent en fait leur drame et c'est raviver la douleur d'un drame qu'ils ne pourront jamais oublier, mais qu'ils essayent non pas d'effacer, mais d'apaiser. La vérité de cette affaire, c'est que le docteur Godard et ses enfants ont été assassinés. Nous sommes le 1er septembre 1999. Yves Godard et ses 2 enfants de 4 et 6 ans, Marius et Camille, se présentent au ponton E du port des Sablons de Saint-Malo. Le médecin y a réservé un voilier de 9 mètres, le Nick, pour une croisière de 5 jours. Dans l'après-midi, il embarque avec ses 2 enfants. La météo annonce grand beau et le voilier prend la direction de l'ouest de la Bretagne. Il croise alors le cap Fréhel et se dirige vers la baie de Saint-Brieuc. Au lendemain de son départ, le 2 septembre, le voilier est stoppé dans la baie par les douaniers. Ces derniers trouvent suspect que le bateau navigue au moteur dans une zone où la pêche sans permis est monnaie courante. Un douanier va alors monter à bord du Nick pour contrôler ses passagers. Il y a la présentation d'une carte d'identité par le docteur Godard, et avec également le côté un peu curieux, il aperçoit un enfant qui dort en bas, mais qui dort les jambes serrées, un peu comme... mais un enfant qui dort très profondément peut avoir une attitude comme celle-ci. L'enfant aperçu par le douanier pourrait être la fille du médecin, la jeune Camille. Le docteur Godard semble un peu nerveux, mais il accepte de répondre aux questions du douanier, qui le laisse repartir. Le lendemain, le voilier est aperçu dans l'anse de Bréhec. Cette fois-ci, il reste mystérieusement stationné pendant 2 jours. Un habitant de loin depuis la Terre aurait vu 2 enfants qui jouaient sur le bateau alors qu'il était au mouillage. Et puis ensuite, c'est l'évaporation totale, on n'a plus rien. 5 septembre 1999. Un bateau de pêche signale la petite annexe du voilier dérivant seul, au nord de l'île de Batz, un peu plus loin sur la côte. À l'intérieur du canot, les gendarmes découvrent un ciré jaune et un chéquier au nom du docteur Godard. Au port des Sablons, le loueur du voilier a lui aussi donné l'alerte. Au bout de 5 jours, c'est quand même le terme du contrat de location du docteur Godard avec son bateau. Le loueur se rend compte que le bateau n'est pas rentré à quai à l'heure dite. C'est en se rendant sur le parking du port de Saint-Malo que les gendarmes vont faire une découverte macabre. Quand les gendarmes arrivent, vérifient sur le parking du port en fait et retrouvent le véhicule de la famille Godard. Et c'est de là qu'ils trouvent quand même des traces de sang. Et c'est à partir de là que commence l'affaire Godard.
Le dossier est confié aux enquêteurs de Rennes, en charge des affaires de meurtre. Le 9 septembre 1999, des gendarmes prennent la direction de Tilly-sur-Seul en Normandie et perquisitionnent la maison d'Yves Godard accompagné du maire. On est monté à l'étage où là, on aperçoit les premières traces de sang. De mémoire, il y avait 4 traces sur le mur qui s'en allaient en déclinant. 4 jets de sang sur le mur, espacés. Et une énorme tache sur le lit. Lequel avait été retourné manifestement rapidement pour une dissimulation, mais une dissimulation pas très appliquée. On voyait bien qu'il y avait eu un semblant de ménage de fait, mais il restait des traces un peu partout dans la salle de bain, dont le gant qui avait servi à nettoyer ce sang qui était là. Ce gant de toilette, c'est celui d'Yves Godard. Les gendarmes prélèvent des échantillons de sang dans la maison et dans la voiture du médecin pour identifier les éventuelles victimes. Quelques jours plus tard, c'est la stupéfaction. Le sang prélevé au domicile de Tilly-sur-Seul, ainsi que dans le véhicule découvert sur le parking du port, provient de Madame Godard. À Tilly-sur-Seul, on n'en revient pas. Un voisin confie aux journalistes « Personne n'est à l'abri d'un crime passionnel, d'une pulsion meurtrière ». Pourtant, dans le village, on a du mal à croire que le gentil médecin du coin soit un assassin. L'inquiétude grandit surtout pour les enfants du couple, dont on est toujours sans nouvelles. Les petits, on les voyait aller et venir, toujours gentils, comme des petits enfants de leur âge. Moi, étant grand-mère, vous savez, c'est une chose qui me marque. On n'a trouvé qu'un seul sang, donc on espère que les enfants sont toujours vivants et qu'ils se portent bien. En septembre 1999, des avis de recherche sont lancés pour retrouver Yves, Marie-France, Camille et Marius Godard. Le docteur, lui, est recherché pour meurtre par la justice française dans 177 pays. Dans la semaine qui suit sa disparition, le docteur Godard est considéré comme les grands terroristes, comme les gens d'Al-Qaïda, comme un criminel en cavale. Dans cette affaire, ma foi digne d'un roman noir, les gendarmes n'ont qu'un seul indice au début de leur enquête. Le sang de Marie-France Godard, retrouvé dans la voiture et dans la maison familiale. Alors pour tenter de résoudre cette énigme, la justice va chercher à savoir qui est vraiment Godard. En apparence, le docteur a tout du bon mari, du bon père de famille. Seulement en apparence. Installé dans ce cabinet, ma foi riant de Caen, le docteur Godard est très apprécié de ses patients, mais un détail va intriguer les policiers. Sa spécialisation, l'acupuncture. Il faut dire qu'à l'époque, cette discipline n'est pas très courante, surtout ici. Les enquêteurs vont alors découvrir qu'Yves Godard, loin d'être un médecin lambda, un médecin comme les autres, a aussi une obsession prononcée pour les médecines dites parallèles. Qui est ce mystérieux médecin de 44 ans, installé à Tilly à quelques kilomètres de Caen? C'est là que vit le couple Godard, Yves et Marie-France. Ils occupent cette jolie maison au bord de la Seule avec leurs 2 enfants. Quand il se promenait, on voyait que c'était la famille qui se promenait, c'était pas lui tout seul avec les enfants, c'était la famille qui se promenait. On avait plus l'impression que c'était une famille unie, sans problème. Yves Godard est donc médecin acupuncteur, installé dans la banlieue populaire de Caen. Dans le cabinet médical du docteur, sa femme Marie-France l'assiste comme secrétaire. Aux yeux de tous, le couple affiche un amour inconditionnel et réciproque. Ils s'étaient rencontrés, je crois, un peu genre sur un coup de foudre, en fait. Et monsieur avait quand même fait une croix sur sa première vie matrimoniale, puisqu'il était marié, ça a engendré divorce. Faut dire que Marie-France aurait la réputation d'exercer sur son mari une certaine influence, au point que sous la pression de sa femme, le médecin aurait fait une croix sur plusieurs de ses patients. Marie-France, après avoir poussé ou contraint son nouveau mari à renoncer au bateau, va le pousser aussi un peu à renoncer à ce qui était une de ses passions, en amateur, c'est le théâtre. La personnalité du couple intrigue les enquêteurs. Yves et Marie-France vivraient en vase clos. On dit aussi que Marie-France serait un peu fragile et qu'elle aurait pu développer ces derniers mois un attachement très fort pour un psychothérapeute qu'elle consulte. Est-ce qu'il y avait une crise de confiance pour autant dans le couple, ou est-ce que monsieur Godard ne sentait pas peut-être son épouse un peu le lâcher, ou que les liens
les liens amoureux se distendaient, j'en sais rien. On pourra toujours se poser la question. Yves Godard était-il inquiet pour l'avenir de son couple? Le drame de Tilly-sur-Seulles est-il le fruit d'un drame passionnel? Pour le savoir, les gendarmes vont s'attacher à comprendre la personnalité complexe du docteur. Et c'est du côté professionnel qu'ils vont être le plus surpris. Le docteur Godard s'avère être un médecin hors norme qui a recours à toutes sortes de médecines parallèles pour soigner ses patients. Il est prêt à tout, je veux dire. Enfin, il est prêt à tout. Il n'y a pas de limite, quoi. Je veux dire, il y a la science officielle, celle qu'il a apprise à la fac, qui lui a valu un diplôme de médecin. Et dans le même temps, il va tâter de l'instinctothérapie, une méthode qui a été condamnée par la justice qui consiste à manger de la viande crue parce que, paraît-il, c'est meilleur pour... Il va tâter de l'astrologie médicale. En septembre 1996, Yves Godard est condamné par le tribunal correctionnel de Caen pour avoir lui-même préparé puis prescrit des médicaments à ses patients. La sanction du Conseil de l'Ordre des médecins sera encore plus lourde de conséquences pour le docteur Godard. La sanction professionnelle, ça a été une interdiction d'exercer pendant plusieurs mois, qui non seulement évidemment fait une tâche considérable sur sa carte de visite, mais constitue aussi quelque chose de très lourd sur le plan professionnel, parce qu'il faut continuer à assumer les charges liées au cabinet sans aucune ressource. Yves Godard est furieux. Il parle de mort professionnelle à l'un de ses confrères. Depuis un moment d'ailleurs, le médecin a décidé de ne plus verser ses cotisations sociales. Pour se protéger des huissiers qui le mettent en demeure de payer ce qu'il doit aux caisses, Yves Godard adhère alors au CDCA, la Confédération de défense des commerçants et artisans. Il était quand même membre, il suivait des formations, des congrès, donc il était réceptif à tous les conseils que lui donnait ce type de syndicat. Le CDCA, le syndicat de Godard, est dirigé à l'époque par son leader charismatique Christian Pousset et est engagé dans une lutte contre l'État. La Confédération de défense des commerçants et des artisans, adepte des manifestations violentes, a fait du boycott des cotisations sociales son cheval de bataille. Le CDCA faisait très peur aux autorités parce qu'on était structuré. Nous avions des adhérents qui étaient remontés. C'était leur vie qui était en danger par rapport à leur commerce. L'artisan lui-même ne pouvait plus nourrir sa famille parce qu'il était assailli d'aides, de charges. Donc tous ces gens-là venaient au CDCA à cause de cela. De 93 à 97, Yves Godard est trésorier régional du CDCA. Le médecin ne participe pourtant à aucune action ou manifestation de la Confédération. Mais alors que les caisses de l'État le pressent de payer ses cotisations sociales, Yves Godard va suivre l'un des conseils de son syndicat, organiser sa propre insolvabilité. Concrètement, il faut mettre la maison de Tilly-sur-Seulles, le cabinet et puis aussi un appartement que Yves Godard possède du côté de Grenoble qu'il a acheté en défiscalisation. Il faut mettre ça au nom d'une SCI, pour que... dans laquelle lui-même est actionnaire avec son épouse Marie-France. La carte grise du véhicule est au nom des enfants. Les comptes en banque sont quasi vides, au point que les enquêteurs se demandent si le médecin n'était pas en train de tout faire pour échapper au fisc. Il est, mon ami, à la croisée des chemins. Mais est-ce qu'il pense être au bout de sa vie? Je ne sais pas. Est-ce que simplement il dit on va aller se décompresser pendant 5 jours et après on va essayer de repartir? Ou est-ce que visiblement il a dans la tête déjà de ne pas revenir? Le cabinet médical dégage des bénéfices. Et Marie-France ne s'est jamais plaint, semble-t-il, d'un manque d'argent. Pourtant, le médecin va organiser secrètement son départ. Au mois d'août 1999, il loue un voilier à Saint-Malo pour la période du 1er au 5 septembre. Pour ne pas éveiller les soupçons de sa femme, Godard va aussi falsifier son agenda de travail. Il a dissimulé sciemment le principe même d'un départ en fabriquant des faux rendez-vous, certains concernant des clients du cabinet mais qui n'avaient pas pris rendez-vous, ou d'autres concernant des clients complètement fictifs. Le 31 août 1999, veille du départ mystérieux, tout semble normal. Yves Godard achète des fournitures scolaires pour la rentrée des enfants. Puis, comme tout bon père de famille, il emmène Camille et Marius pêcher dans les étangs voisins. Rien ne laisse présager d'un quelconque changement dans la vie du médecin. On est dans un emploi du temps tristement anodin et classique par rapport à l'ampleur du projet qui était dans la tête du père. Pendant de nombreuses années, les enquêteurs s'interrogent sur le projet secret du docteur Godard.
Au-delà des problèmes qu'aurait pu rencontrer son couple, une des hypothèses envisagées est que le médecin Godard ait voulu fuir la pression des huissiers et qu'il ait alors décidé de changer de vie en partant pour l'étranger. Une chose est sûre, jusqu'à la veille de son mystérieux départ, Yves Godard a volontairement masqué son emploi du temps à sa femme. Marie-France, qui, rappelons-le, l'assiste dans le cabinet médical, est en effet la seule qui a accès à l'agenda de travail de son mari. C'est donc bien à elle que s'adressait cette mise en scène. Ou alors, en prévision d'une disparition calculée, cette stratégie visait les enquêteurs qui les rechercheraient ensuite. Mais dans ce cas, comment expliquer les traces de sang dans la maison des Godard qui est derrière moi? Non, apparemment, c'est bien à Marie-France que Godard voulait cacher les choses. Ce qui reste un mystère, en revanche, c'est ce qui s'est passé dans cette maison le 31 août 1999. Car rappelons-le, au début de l'enquête, pas de cadavre. Les gendarmes n'arrivent pas à mettre la main sur le corps de Marie-France Godard. Est-elle seulement morte? Quel drame a pu se jouer dans la maison des Godard ce fameux jour? Dans l'après-midi, une dispute entre Marie-France et son mari aurait été rapportée par des voisins. Dans la soirée, la femme du médecin est pourtant tout à fait calme. Au téléphone avec Fanny, sa fille aînée issue de son premier mariage, Marie-France Godard n'évoque aucun départ en bateau prévu pour le lendemain. L'épouse, manifestement, il l'a mis à un moment X ou Y devant le fait accompli, et là il s'est passé un incident sérieux. Peut-être une rébellion de madame, en disant il est hors de question, enfin, tu m'en as jamais parlé, etc. On peut tout imaginer, et on pense, enfin la raison conduit à penser que les traces de sang sont la résultante d'un incident très sérieux, au moment où monsieur va annoncer à madame que dans quelques heures peut-être, ils partent, soit pour quelques jours, soit pour un autre projet de vie. C'est quelqu'un qui est à bout de souffle. Peut-être que 2 jours plus tard, il ne l'aurait pas fait. Ce jour-là, il passe à l'acte, quoi. Lors de la perquisition du 9 septembre, les enquêteurs relèvent quelques traces de sang sur les murs et les escaliers de la maison. Mais c'est à la vue du matelas de la chambre à coucher qu'ils vont imaginer le pire. De mémoire, il y avait une énorme tache sur le lit que les gendarmes ont découpé avec un cutter pour en voir la profondeur, donc pour voir quelle était la quantité de sang qui s'était écoulée. Et là, c'était vraiment impressionnant. La tache faisait 30 à 40 cm de diamètre. C'était rond, bien rond. Et quand ils ont découpé cette tache de sang dans le lit, ça faisait, je ne sais plus, mais 10-15 cm d'épais. Et l'un des policiers, l'un des gendarmes nous dit elle a vraiment perdu beaucoup de sang. Visiblement, c'est une blessure, comment dire, qui gicle. Donc, avec quoi, comment, est-ce que, sous le coup, on saisit d'un objet contendant, comme on dit, et on frappe. Ce sang, les gendarmes de la police scientifique de Rosny l'analysent, et ils sont formels. C'est celui de Marie-France Godard. Ils vont ensuite tenter de reconstituer le scénario meurtrier. Ils auront alors recours à certaines techniques leur permettant de s'approcher de la vérité. Ça va être une trace qui va être ou individuelle et circulaire, ou bien un ensemble de traces avec des caractéristiques particulières, ou bien des traces ovoïdes qu'on assimile en général à une projection qui vont former un dessin particulier sur un ou plusieurs supports. C'est toutes ces caractéristiques qu'on appelle des caractéristiques morphologiques, parce que c'est lié à une forme, qui vont permettre de déterminer l'acte, l'action, le mécanisme qui a créé la trace de sang. On est dans la thèse de l'incident générant le sang, si on peut appeler ça un incident, commençant dans la chambre à coucher. Et ensuite un transport de la blessée, ou la blessée qui descend elle-même, les escaliers, jusqu'au salon. Mais dans la maison des Godard, Marie-France est-elle encore en vie à ce moment-là? L'expert conclura qu'il y a des quantités relativement importantes, mais que rien ne permet d'affirmer qu'elles sont telles qu'une mort inéluctable s'en est forcément suivie. Au matin du 1er septembre 1999, il est 8h45, quand le véhicule des Godard quitte la maison. Au volant, le médecin tombe nez à nez avec une voisine très surprise de ce départ précipité. Elle va voir le chauffeur, qui était M. Godard,
à la portière de sa voiture. Elle a cru apercevoir et les enfants et Marie-France Godard. Elle dira, j'ai cru qu'à l'arrière du véhicule, j'ai cru voir la silhouette et le visage de madame me faisant un petit signe d'au revoir. Et puis cette témoin précisera qu'elle n'est plus très sûre de cette impression initiale qu'elle avait signalée. La voisine reviendra sur son témoignage quelques heures plus tard. Elle n'est plus très sûre d'avoir vu Marie-France. Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs vont refaire les 170 km qui séparent la maison du port de Saint-Malo. Il était possible de se débarrasser d'un corps sur le trajet, mais ça n'est pas la thèse la plus retenue, même si c'est possible, parce que le timing est quand même serré. Arrivé aux alentours de 10h30 à Saint-Malo, Yves Godard se rend dans un supermarché de la ville. Il y achète des jouets pour les enfants, mais dans ses courses, aucune provision pour une croisière censée durer 5 jours. Il se procure aussi des produits d'entretien qui serviront à nettoyer les mystérieuses traces de sang qui ont taché l'arrière de sa voiture. Qu'elle soit dans le véhicule à ce moment-là, blessée ou morte, ça paraît fort probable. Blessée, je ne le pense pas véritablement. Pourquoi ? Parce que le loueur du bateau voit arriver le père et 2 enfants parfaitement décontractés, des enfants troublés par rien et qui jouent même sur le pont du bateau. Ce qui n'est pas véritablement le comportement d'enfants qui seraient nécessairement traumatisés par la présence de leur mère vivante blessée pendant 1h30 de trajet. Il y a pourtant, le jour de la sortie en mer, une housse de planche à voile sur le pont du Voilier. Les enquêteurs se demandent alors si Yves Godard ne s'en est pas servi pour transporter le corps de Marie-France jusqu'au bateau. On a un corps dans une housse, quelle que soit la grandeur et le poids, ça fait au moins 50-60 kilos, quelque chose de difficile à cacher et à porter. Cette thèse du corps emmené sur le bateau et qui serait dans la housse de planche à voile, qui est une thèse possible, mais est-elle véritablement à accréditer ? Beaucoup de réserves, beaucoup de réserves. Sans certitude, des fouilles sont alors entreprises dans la région de Caen pour retrouver le corps de Marie-France. Des plongeurs sondent les eaux de la Seule, qui coulent à côté de la maison familiale. En septembre 99, si on pense que Marie-France est sûrement morte, on ne sait toujours pas ce que son corps est devenu. Un corps, il a pu le cacher n'importe où. On a d'anciennes mines à chaux, on a les forêts, on a des lacs, on a pas très loin d'ici, on a des anciennes carrières qui sont remplies d'eau. Donc un corps c'est facile à cacher. Après avoir fouillé les environs de la maison d'Yves Godard et de Tilly-sur-Seule, son village, les gendarmes vont dorénavant concentrer leurs recherches vers la mer et le mystérieux voilier disparu. Et là, ils ne vont pas être déçus. D'étranges indices d'un naufrage vont être, comme par hasard, retrouvés éparpillés entre la France et l'Angleterre. Au cours du mois de septembre, d'intenses recherches maritimes et aériennes seront donc engagées pour retrouver la trace du Nick et de son équipage. L'enquête aura même plus tard recours à un chasseur de mines de la Marine nationale pour sonder les fonds marins et tenter de localiser l'épave du voilier disparu. Après son apparition dans l'anse de Bréhec, la trace du voilier se perd dans les mystères de la Manche. Le 16 septembre 1999, pourtant, on retrouve un gilet de sauvetage du Nick au large de Cherbourg, en plein milieu d'une route marine fréquentée par les cargos. Une semaine plus tard, c'est le canot de sauvetage du voilier vide qui s'est échoué sur une plage du sud de l'Angleterre. La mer semble rendre petit à petit les indices d'un nouveau drame. Si l'on croise les courants de surface que l'on connaît, les vents de l'époque, etc., on n'arrive pas à trouver quelque chose qui tient la route sur une cohérence événementielle. À ce stade de l'enquête, faut-il néanmoins imaginer le pire ? Peut-être que dans la panique, Yves Godard aura perdu en route des éléments de son bateau. Un élément vient pourtant contredire cette hypothèse.
le système d'ouverture du canot de sauvetage. Un radeau de survie ne peut pas se déclencher tout seul. Vous avez une dizaine de mètres de filin à tirer ici pour déclencher le percuteur qui va percer la bouteille. C'est complètement manuel. C'est facile à déclencher, un enfant peut le faire, mais il faut quand même que quelqu'un le fasse. D'autres éléments sont troublants. Le toit du canot de sauvetage a été arraché. La bonbonne qui déclenche le gonflement a disparu. Un ingénieur spécialisé en conclura que le canot a pu être gonflé et tracté alors qu'il se trouvait hors de l'eau. Il n'a pas pu être activé, ce radeau de survie, dans des conditions classiques, immédiates et d'urgence d'un naufrage. Il a été bricolé, il n'est pas suffisamment gonflé à certains endroits. Dessus, il y a des cordes très particulières qui sont utilisées par les chalutiers de la Turballe. On s'est posé la question, est-ce que ce radeau de survie n'aurait pas servi à être presque comme élitreillé sur un bateau de pêche ou autre? Quel est le mystérieux scénario qui se dégage de ce prétendu naufrage? Yves Godard est pourtant un marin expérimenté, rodé aux situations complexes de la mer. Pourquoi ne fait-il pas usage de sa radio pour appeler les secours s'il est en danger? Ça fait partie de l'équipement de sécurité réglementaire. Dans cette taille de bateau-là, on doit avoir une VHF. À la limite, un enfant peut utiliser ça parce que dans le cas particulier, cette VHF, elle est reliée au GPS. Donc vous avez un petit bouton rouge ici, et au moment quelqu'un qui ne saurait pas s'en servir, il appuie sur le bouton et en même temps, elle envoie la position du bateau. Hormis dans certaines circonstances catastrophiques, style on croise la route d'un supertanker et là on n'a pas le temps parce que ça va trop vite. Mais autrement, un bateau, ça ne coule pas comme ça. Donc on a le temps de lancer un appel au secours. Lorsque le voilier disparaît début septembre 99, les conditions en mer sont propices à la navigation. Une hypothèse fait alors son chemin dans la tête des enquêteurs. Le docteur Godard n'aurait-il pas voulu faire croire à son propre naufrage en jetant par-dessus bord différents objets? L'ensemble de l'enquête environnementale autour du personnage montre que c'était un homme brillant, un type vraiment intelligent. Donc on peut extrapoler en disant qu'il était capable d'organiser n'importe quelle mise en scène. Un scénario d'autant plus envisageable qu'en octobre 99, un événement va orienter les enquêteurs sur une nouvelle piste. Les lettres anonymes d'un corbeau signalent en effet qu'Yves Godard et ses deux enfants seraient toujours vivants et qu'ils se cacheraient quelque part dans les îles anglo-normandes. Le premier mot du corbeau visant l'île de Man est assez curieux puisque c'est écrit style post-it en signalant un peu comme un cri de détresse, sauver Marius et Camille. C'est un corbeau charitable. D'habitude, c'est plutôt des corbeaux, c'est des gens qui sont animés d'intentions néfastes. Et là, c'est quelqu'un qui lance un SOS. L'île de Man, un territoire britannique situé en mer d'Irlande. Les Godard s'y seraient réfugiés. Sur place, le propriétaire d'un hôtel confirme bien aux enquêteurs français le passage du docteur et de ses enfants dans la semaine du 7 septembre 99. Nous avons reconnu le petit garçon en premier. La petite fille, pas trop. Le père était différent. Ses cheveux étaient plus courts d'abord. Il portait des lunettes et il avait une moustache. La famille Godard reste pourtant introuvable sur l'île. Le 21 octobre 99, nouveau coup de théâtre. Une seconde lettre du corbeau annonce que le médecin et ses enfants sont plus au nord, sur l'île écossaise de Lewis. Nous sommes le 21 octobre dernier. Les 3 gendarmes à la recherche du docteur Godard décollent de l'île de Man. Une nouvelle lettre anonyme leur indique que le médecin est vivant et qu'il est sur l'île Lewis, au nord de l'Écosse. Robert Morrison travaille pour une compagnie de bateaux. Devant un policier écossais et un gendarme français, il reconnaît formellement le docteur Godard et ses 2 enfants. Il leur a vendu la veille ou l'avant-veille un billet aller-retour valable 5 jours pour Oulapool, une ville au nord de l'Écosse. Et ça part même jusqu'à Thurso, au nord-est de l'Écosse. Vraiment à la pointe, ce qui pouvait être intéressant parce que c'est une pointe par laquelle on peut s'embarquer pour aller en Islande. Les enquêteurs français ont le sentiment de se rapprocher chaque jour un peu plus des Godard. Ils remuent ciel et terre pour retrouver leurs traces sur l'île de Lewis.
Mais dans leur précipitation, le juge français en charge de l'affaire a commis une erreur que les enquêteurs sur place vont payer très cher. Le magistrat instructeur n'avait pas respecté à l'époque la voie diplomatique pour une commission rogatoire internationale et par voie de conséquence, les gendarmes sont invités à faire leur bagage manu militari. Les gendarmes sont furieux. Ils avaient pourtant le sentiment de toucher au but. Mais compte tenu de la fragilité des témoignages, ils n'auront jamais la preuve qu'Yves Godard et ses 2 enfants ont vraiment mis les pieds sur ces îles. Je fais ce métier de fait diversier depuis 1974, donc tous les appels à témoins, tout le monde sait qu'il y en a des piles, des dizaines qui sont complètement de bonne foi, sans doute de bonne foi, hein, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. Hein. Donc, il n'y a aucune trace effective, matérielle d'un passage. Il n'y a pas l'ombre d'une inscription sur un billet, alors que tout a été vérifié, d'une inscription dans un hôtel. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que des impressions visuelles. Un faux naufrage, donc, organisé par Godard pour camoufler sa fuite. L'hypothèse ne repose que sur des témoignages fragiles. Des gens qui auraient peut-être vu Godard sur l'île de Man et en Écosse. Mais qu'en est-il vraiment? L'affaire Godard est un casse-tête qui ennuie les enquêteurs, d'autant plus qu'il y a ce Corbeau, auteur des lettres anonymes, et qui lance ce SOS, sauver Camille et Marius. Est-ce que c'est un farfelu ou quelqu'un qui en sait réellement long sur l'affaire? Après tout, il indique l'île en question. À ce stade, aucune piste sérieuse et le dossier Godard aurait pu s'arrêter là. Mais voilà, la mer n'a pas fini de rendre tous ses indices. 5 mois après le début de l'affaire, les gendarmes ne disposent plus d'aucun élément sérieux. Les lettres du Corbeau se sont arrêtées. On a bien cherché à identifier l'informateur mystérieux et l'ADN relevé sur l'une des lettres a permis de dresser le portrait d'une femme d'environ 60 ans. Mais on ne l'identifiera jamais. Alors que l'enquête est au point mort, un marin-pêcheur de Saint-Brieuc relance une nouvelle fois l'affaire Godard. Donc nous voilà en baie de Saint-Brieuc, dans le secteur entre le phare de Rouen, le Petit Léjon. Dans ce secteur-là, on traîne le chalut pendant 2 heures. Au large des côtes bretonnes, le pêcheur retrouve dans ses filets en juin 2000 un crâne humain, une découverte qui le glace. Je voyais bien par rapport à la taille que c'était un crâne d'enfant, quoi. Donc, je dis c'est pas possible. Il s'est passé quelque chose, donc il fallait que je prévienne les gendarmes maritimes, quoi. Ce petit crâne, bien sûr. On pense qu'il pourrait s'agir d'un des 2 enfants de l'affaire Godard. Cette pêche dramatique laisse à nouveau présager du pire. Selon toute vraisemblance, il s'agirait de celui de la petite Camille Godard et des expertises complémentaires sont actuellement en cours afin de confirmer ces premiers résultats. Avec la mort de Camille Godard, l'hypothèse du naufrage est à nouveau privilégiée. Les projecteurs se tournent vers la baie de Saint-Brieuc, non loin de l'endroit où le voilier avait été vu pour la dernière fois. La Marine nationale est à nouveau mobilisée pour localiser la carcasse du voilier. Il y avait l'armée qui était en mer à chercher l'épave. Ils ont sondé un peu partout, toutes les bandes de roches où il était susceptible d'avoir fait naufrage. Et où l'épave du bateau était susceptible d'être coincée, mais ils n'ont rien trouvé. Non. Encore une fausse piste, dans une affaire transformée en véritable casse-tête. Et ça n'est pas tout. En février et mai 2001, on découvre sur une petite plage près de Saint-Malo des documents du docteur Godard à intervalles réguliers. Sa carte professionnelle, puis des cartes de crédit atterrissent mystérieusement sur le sable de la plage des Ébiens. Carte dont il est établi, par suite d'expertise, qu'il est vraisemblablement absolument impossible qu'elle puisse avoir séjourné aussi longtemps dans l'eau et qu'elle puisse être arrivée là, sur cette plage, d'ailleurs toujours pratiquement sur la même plage, par des conditions naturelles. Les enquêteurs soupçonnent que quelqu'un viendrait la nuit déposer des documents du médecin sur la plage. Mais malgré des semaines de planques, les gendarmes ne réussiront pas à identifier le mystérieux Petit Pousset de l'affaire Godard. Cette fois, c'en est trop. La justice est excédée par 2 ans d'une enquête au coût exorbitant. Les gendarmes ne sont pourtant pas au bout de leurs frais. Car 3 ans plus tard, en 2004, des témoins croient avoir reconnu Yves Godard en Afrique du Sud. D'autres le verront en Crète, à Miami ou encore en Asie.
parfois croisé dans un port, parfois aperçu comme bénévole dans une association humanitaire. L'hypothèse de la fuite qui reste, à ce moment-là, c'est que Yves Godard a tué femme et enfant et est en fuite tout seul. On ne voit pas Yves Godard tuer un enfant et puis partir avec l'autre. Donc il tue les trois. Sa femme, il tue ses enfants. Godard a-t-il pris la fuite après avoir tué ses enfants? Ses proches n'y croient pas. Comment un père pourrait assassiner ses enfants d'une telle façon? J'arrive pas à me l'imaginer, donc je le vois pas en père assassin. En ce qui nous concerne, nous, la famille, à partir du moment où nous connaissions l'attachement absolument sincère, indéfectible, profond de Godard vis-à-vis de ses deux enfants, il paraissait absolument impossible d'envisager qu'il ait poursuivi une fuite à l'étranger sans ses enfants ou avec l'un d'eux seul. À partir du moment où on a découvert le crâne de la petite Camille, on a malheureusement eu la conviction que tout le monde était mort. 2 ans plus tard, en 2006, un nouvel indice va confirmer le pressentiment de la famille. Du nouveau dans l'affaire de ce médecin du Calvados disparu en mer. Nous sommes le 16 septembre 1999, au large de Roscoff. La pêche miraculeuse d'un marin breton offre à la justice une nouvelle piste dans l'affaire Godard. On a trouvé le fémur et le tibia qui étaient pris dans les filets. On les a mis de côté. On a pensé tout de suite, on a rigolé en pensant à Godard. Envoyés dans un laboratoire de la police scientifique, les ossements retrouvés en pleine mer s'avèrent bien être ceux d'Yves Godard. Ça a rapidement fait conclure la famille, comme d'ailleurs une partie des enquêteurs, à la thèse d'un naufrage organisé par Godard, mais un suicide collectif déguisé en naufrage, par égard pour les membres survivants des deux familles respectives, côté Godard et côté Madame. Avec la mort du docteur Godard, il n'y aura jamais de procès, car l'action publique est éteinte. Mais au fil des ans, le dossier n'est pas refermé car trop de zones d'ombre perdurent dans cette affaire. À commencer par l'épave du voilier, qui malgré des années de recherche, n'aura jamais été retrouvée. Vous avez une zone avec des fosses extrêmement profondes, qu'on appelle la zone des fosses des Casquets notamment. Et la question demeure aujourd'hui entière. Est-ce qu'il est possible qu'il ait calculé un sabordage du bateau au-dessus d'une de ces fosses? A-t-il fait ce pari-là? Ça a réussi. Tous les pêcheurs remontent des morceaux de métal, des morceaux de puis qu'ils les rejettent à l'eau. Ne dit-on pas que le crâne de Camille Godard a été pêché une première fois, rejeté à l'eau et repêché une deuxième fois? Et puis, le corps de Marie-France, Yves Godard l'a-t-il vraiment embarqué à bord du voilier? En 2007, l'affaire rebondit une nouvelle fois. Une lettre anonyme est envoyée au maire de Lingèvre en Normandie. Un mystérieux radiesthésiste y annonce que le corps de Marie-France serait enterré dans un coin du cimetière communal. Accompagnant le courrier, un plan très détaillé de l'endroit où il faut creuser. C'est exactement ici. On a fouillé en gros 40 cm et je trouve des ossements. Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui connaît bien l'affaire Godard. Sauf que les ossements retrouvés sont très anciens et ne sont pas ceux de Marie-France Godard. 9 ans après le début de l'affaire, cette découverte prouve que l'enquête piétine. J'étais déçu, si vous voulez, surtout pour la famille Godard, parce que enfin qu'elle puisse faire le deuil de ce drame qui n'a jamais été encore à ce jour élucidé. Et ça a été à nouveau un électrochoc pour les personnes que je représente, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a ce type de révélation, ils revivent en fait leur drame, et c'est raviver la douleur d'un drame qu'ils ne pourront jamais oublier, mais qu'ils essayent non pas d'effacer, mais d'apaiser. 5 juges d'instruction, des tonnes de procédures, l'affaire Godard est l'énigme la plus mystérieuse de ces 20 dernières années. Il faut dire que, dès le début de cette enquête, le dossier a vécu d'hypothèses, de rumeurs et d'informations livrées par de mystérieux corbeaux, qui n'ont jamais été identifiés à ce jour. Pour les enquêteurs, le scénario le plus probable reste qu'Yves Godard s'est suicidé après avoir tué ses 2 enfants à bord de son voilier de location, le Nick. Un scénario qu'acceptait même la famille de son épouse, Marie-France. Mais attention, ça c'était sans compter l'ultime rebondissement. Après 12 ans d'enquête donc,
sort ce livre d'Éric Lemasson, L'assassinat du docteur Godard, paru en septembre 2011. Un livre qui, son titre le dit, vient bousculer la théorie du simple drame familial. D'après le journaliste, il y aurait eu en réalité dans ce dossier 2 affaires judiciaires distinctes. D'abord, le huis clos entre un homme et sa femme et un drame qui éclate. Et puis, une deuxième affaire qui concernerait cette fois des comptes mystérieux que le docteur Godard aurait ouverts dans des paradis fiscaux. Comptes pour lesquels Yves Godard et ses enfants auraient été assassinés. Éric Lemasson, bonjour. Bonjour. Donc tu as publié l'assassinat du docteur Godard. Alors pour quelle raison, selon toi, ce docteur Godard voulait-il disparaître de la circulation? C'est quelqu'un qui est, à ce moment-là, en septembre 99, vraiment aux abois, acculé. Il est poursuivi par le fisc, par l'URSSAF. Ça fait des années qu'il ne paye plus du tout ses charges sociales. Les huissiers lui tombent dessus. C'est quelqu'un qui s'est enferré dans cette logique de rompre avec le système officiel de l'État français, des cotisations sociales, etc. Et à un moment, il n'en peut plus. Donc, il est obligé de partir. Et en même temps, ça correspond à un vieux désir qu'il a de s'installer, de tourner la page, qui n'a pas rêvé un jour de tout larguer pour aller s'installer ailleurs et commencer une nouvelle vie. Et c'est ce qu'il décide de faire dans le plus grand secret. Il est membre de la CDCA et grâce à la CDCA, il va ouvrir des comptes à l'étranger, c'est ce que tu dis. À l'époque, les enquêteurs découvrent que ce médecin-là est militant dans ce syndicat de petits commerçants. Ils pensent, les enquêteurs, que c'est un militantisme qui est absolument marginal et qui est même terminé. Ce que j'ai pu, moi, démontrer, le temps a passé, les langues se délient, c'est qu'il avait une place importante régionalement dans ce syndicat-là, dans ce syndicat de petits commerçants. C'était vraiment un des piliers du syndicat dans la région Basse-Normandie. Par ailleurs, les membres du syndicat sont incités, et lui sera le premier à le faire, à mettre de l'argent de côté ailleurs, de délocaliser quand on a une entreprise, d'ouvrir des comptes à l'étranger et de préparer son insolvabilité ici en France. Et c'est ce qu'il va faire, il va suivre les recommandations du syndicat. L'enquête a pu démontrer que le docteur Godard avait, les années précédant sa disparition, amassé 3 millions de francs de l'époque, ce qui était une forte somme, et l'avait placé ailleurs. Simplement, ce n'est pas le syndicat qui fait ça, mais dans l'ombre du syndicat, il y a tout un réseau crapuleux, on peut presque employer le terme de mafieux, qui se charge de prendre l'argent des militants du syndicat pour le placer, le mettre à l'abri. Mais, évidemment, en prenant cet argent, eh bien, on le détourne, on le garde pour soi, on ne le rend jamais aux militants. Godard a donc réussi à mettre 3 millions de francs de côté. À qui est-ce qu'il les confie dans la nébuleuse proche du CDCA? Ça, on n'a pas totalement la réponse, ce serait trop simple. D'abord pour des raisons matérielles qui ont fait que les enquêteurs n'ont pas pu reconstituer les mouvements de fonds au départ de ces banques en Normandie vers l'étranger. Ensuite, pour reconstituer les mouvements de fonds à l'île de Man, à l'île de Madère, etc., il faudrait quoi? Il faudrait soit la coopération pleine et entière de ceux qui étaient concernés, ils sont soupçonnés, donc ils n'ont aucune envie de dire tout, ou soit la coopération pleine et entière des polices et des justices à l'étranger, au Portugal, île de Man, etc. Pourquoi, d'après toi, Godard devient, en décembre 1999, l'homme à abattre? Toute la presse parle de lui comme quelqu'un qui a assassiné sa femme, qui est en fuite. Il n'est quand même pas dans les meilleures conditions pour réclamer son argent auprès de ses interlocuteurs, ses anciens amis, entre guillemets, financiers derrière la CDCA, le syndicat. Probablement qu'il réclame un peu trop fort son argent et probablement qu'il menace de secouer le cocotier à tel point qu'il devient vraiment gênant et qu'il faut s'en débarrasser. Et on a constaté par la suite que dans ce monde-là, il y avait des gens qui étaient prêts à tout. Et se débarrasser d'un adhérent du syndicat qui réclame un peu trop son argent, manifestement, ça ne leur pose pas de problème, puisqu'ils vont, un peu plus tard, tuer le leader du syndicat lui-même. 1 an après la disparition mystérieuse d'Yves Godard en 1999, Christian Pousset, le leader du CDCA, est assassiné dans le sud de la France. 29 janvier 2001, banlieue de Montpellier, Pousset arrive dans sa société privée de Baillargues. Quelques minutes plus tard, tout va basculer. Ils ne lui ont laissé aucune chance. C'est de toute évidence un commando professionnel qui a assassiné aujourd'hui Christian Pousset dans les locaux de son entreprise. 11 ans après le meurtre de Christian Pousset,
Sa fille Alexandra se souvient avec émotion des circonstances du drame. Il y a eu une voiture qui est arrivée, dont 2 personnes qui sont montées dans son bureau et qui l'ont assassiné de 6 balles, je crois à l'époque, ce qui a été dit. Et ils sont repartis et on n'a toujours pas retrouvé les assassins. Ils l'ont vraiment abattu puis ils se sont acharnés sur lui, donc il fallait pas qu'il ait une chance de survivre. À l'époque, on dit que Christian Pousset aurait pu être assassiné pour une dette de jeu. Ses proches ne veulent toujours pas y croire. Je pense que mon père a été assassiné parce qu'il devait gêner du monde. Soit il avait découvert des choses, mais je ne sais pas à quoi. Soit il gênait l'État puisqu'il faisait en même temps sa propre sécurité sociale. Il voulait ouvrir sa banque, donc ça gênait. 6 mois plus tôt, l'un des associés de Christian Pousset, Philippe Varnier, a lui aussi étrangement été victime d'une tragédie. Il y a une guerre au sein de cette organisation internationale, une guerre qui va faire des morts. Le leader du syndicat va être assassiné. Pousset dont on parlait. Pousset, 7 balles dans la peau. Un de ses très proches qui a organisé tout ce système, se tue en avion dans un accident qui est très probablement pas un accident. Et puis, il y a la disparition de Godard. On peut dire que c'est une victime collatérale de cette guerre qu'il y a là. Alors dans ton livre apparaît un mystérieux Brésilien qui en 2004 va livrer un témoignage, ma foi, accablant sur la thèse de l'assassinat de Godard. Il y a donc 2 dossiers. Il y a l'enquête sur l'affaire Godard et il y a l'enquête qui dure depuis un certain nombre d'années également, parallèlement dans le Sud, sur l'assassinat de Christian Pousset, le leader de la CDCA. Cette enquête avance. Et dans le cadre de ce dossier-là, apparaît un témoin réfugié au Brésil qui va parler, qui va expliquer son rôle, le rôle des uns et des autres, dans le cadre de l'affaire Pousset. Et puis, presque de façon incidente, ce témoin-là fait des confidences sur le fait que les commanditaires de l'assassinat de Christian Pousset ont également ordonné d'autres assassinats. Et c'est là qu'il explique que, comme il le dit à l'époque, on est monté pour s'occuper d'un médecin avec ses enfants. Et ce témoignage, qui n'a pas vraiment d'importance, même pas du tout d'importance dans le dossier Pousset, pour les enquêteurs à Montpellier, est quand même extrêmement intéressant pour l'autre dossier Godard. Simplement, ces 2 dossiers ne sont pas connectés. Et c'est bien plus tard, 5 ans plus tard simplement, que ce témoignage sera mis au jour, exhumé et porté à la connaissance des enquêteurs dans le dossier en Bretagne. Depuis la sortie de ce livre, qui fait le lien entre les 2 affaires, celle de Pousset et celle de Godard, la police de Montpellier s'est toujours refusée à faire le moindre commentaire. À 900 km de là, à Caen, l'avocat de Marie-France Godard a lui un discours plus tranché sur cette nouvelle interprétation de l'affaire Godard. Moi, je regarde quels sont les éléments de la jonction. Alors, la jonction qui permet à cet écrivain de fonder son raisonnement, c'est de dire il y a un procès-verbal d'audition de ce témoin au Brésil, procès-verbal établi par les enquêteurs du SRPJ de Montpellier en charge du dossier CDCA, et ce procès-verbal aurait été dissimulé aux enquêteurs gendarmes de Saint-Malo. En réalité, il n'y a pas de procès-verbal d'audition de ce témoin au Brésil. Il est complètement déraisonnable de penser qu'on n'est pas en concurrence de service, mais de penser que le magistrat instructeur en charge du dossier CDCA, en possession de tels éléments, n'est pas ne serait-ce que passer un coup de fil à son collègue magistrat de Saint-Malo en charge du dossier Godard, pour lui dire, écoutez, il y a quelque chose qui me paraît devoir vous être communiqué. Donc on est franchement un peu dans le délire. Voilà. Ça paraît extraordinaire quand un témoin va dire, même s'il est réfugié au Brésil, on est monté s'occuper du docteur et des enfants dans le Nord. Ça paraît extraordinaire et c'est encore plus difficile aujourd'hui pour les policiers de Montpellier de venir reconnaître publiquement qu'ils aient pu recueillir ces confidences. Parce que s'ils le reconnaissent, après, on pourrait leur reprocher de ne pas l'avoir transmis immédiatement à leurs collègues bretons.
Donc, vous ne verrez jamais nulle part officiellement la traduction en termes de procès-verbal de ce genre d'informations. Il y a une grande oubliée dans cette affaire. C'est Marie-France Godard, l'épouse. Alors on retrouve son sang un peu partout dans la maison, mais on ne retrouve jamais son cadavre. Chacun finit par penser que c'est le docteur Godard qui a tué son épouse. Tu adhères à cette thèse ? Plutôt oui. C'est-à-dire que... Moi, je dirais qu'il n'y a pas une affaire Godard, c'est qu'il y a deux affaires Godard. C'est que, jusqu'à présent, dans la presse, on a toujours vu cette affaire comme un règlement de compte familial, un drame, un huis clos familial, un type... Je tue ma femme, ensuite je vais tuer mes enfants, et je me tue et je saborde le bateau. Voilà. Moi, ce que je crois pouvoir démontrer dans mon travail, c'est que il ne faut pas regarder cette affaire de cette manière-là. C'est-à-dire, comme on l'a dit, le docteur Godard, sa disparition et celle de ses enfants est liée à un réseau international et les choses sont infiniment plus complexes qu'un simple drame familial. Ce qui ne veut pas dire que la disparition de sa femme, Marie, n'est pas, elle, un drame familial. Moi, ma conviction, c'est que c'est un scénario, pardon de prendre ce parallèle qui vaut ce qu'il vaut, c'est un scénario à la Bertrand Cantat, Marie Trintignant, c'est-à-dire une sorte de bagarre dans un couple qui dégénère, il y a des coups, qui fait quoi, etc. Et il y a du sang et il y a un cadavre. Et le cadavre disparaît. Ma conviction, c'est que c'est lui-même qui a fait disparaître le cadavre. Et après, il s'en va et ça complique son scénario de fuite. Ça le rend infiniment moins sympathique en même temps. Ça en fait quand même un assassin. Ça en fait quand même peut-être un assassin, ou tout au moins quelqu'un qui a fait disparaître le cadavre de sa femme. Mais moi, je ne cherche pas à le rendre ni sympathique ni pas sympathique. Simplement, c'est probablement l'une des plus grandes énigmes criminelles de ces 20 dernières années. C'est pas ce qu'on croit. Comme on dit, la vérité est ailleurs dans ce dossier. Il y a des aspects du personnage qui sont éminemment intéressants, sympathiques, fascinants même. Et puis, il y a d'autres aspects où la réalité, c'est que probablement, il a fait disparaître le cadavre de sa femme. Si la justice a bien eu, comme l'affirme, ou semble l'affirmer Éric Lemasson, connaissance de ces nouveaux éléments, il est temps qu'elle fasse son travail, pour qu'enfin, on mette un terme à 12 ans d'enquête rocambolesque. À moins que les juges ne considèrent tout ceci comme une énième fausse piste, basée une fois encore sur des rumeurs. Il y en a eu tellement, vous me direz, dans cette histoire. La justice pourrait alors décider de classer définitivement le dossier de l'affaire Godard, même si, dans cette affaire, 2 corps n'ont jamais été retrouvés, celui de Marie-France et celui du petit Marius. Bonsoir.